Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous savoir très nombreux à regarder la télévision africaine Vision 4 qui est actuellement du côté de Paris en France et qui reçoit un invité assez spécial, un homme politique qui est parti de la ville de Lyon pour nous rejoindre ici dans la ville de Paris pour répondre aux questions de la télévision africaine Vision 4. Pascal de Canter, c'est son nom. Je vous le dis, il est un homme politique basé du côté de Lyon en France. Il accepte de répondre aux questions de Vision 4 ce soir. Pascal ? Avec grand plaisir. Et je salue tous les téléspectateurs de Vision 4 et tous mes amis camerounais. Merci beaucoup. Il salue tous les téléspectateurs de Vision 4 et tous ses amis camerounais. Je vous rappelle que c'est un homme politique. Il a accepté de répondre à nos questions. Si on vous demandait comment se porte la France en ce moment? Elle se porte mal. Il y a des manifestations pratiquement tous les jours. La réforme des retraites, qui est pourtant nécessaire, ne passe pas. Elle n'a pas été faite au bon moment. Je pense que le président de la République devait la faire en début de mandat. Et il est très difficile pour lui de faire passer cette réforme dans le sens où pendant tout son premier mandat, il a plaidé contre l'âge du report, il était contre le report de l'âge de la retraite. Alors c'est très difficile maintenant de faire passer l'idée contraire. Et donc, il a dû se servir du 49.3. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le 49.3, David. Alors, le 49.3, c'est un article de la Constitution, c'est totalement légal, qui sert quand le gouvernement n'a pas de majorité et qu'il veut imposer une mesure. Ce n'est pas le premier à s'en servir. La gauche l'avait fait sous la direction de Michel Rocard 16 fois. Donc c'est un outil aussi de démocratie, mais actuellement, ça ne passe pas. Pourquoi ça gênerait les Français? Alors ça ne passe pas parce que c'est à contre-temps. Est-ce que ça a un temps bien précis alors? Oui. Les Français réclament de plus en plus de démocratie participative. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec les différentes manifestations. Et le 49.3 est une mesure qui est prise, une décision qui est prise directement à l'Élysée. Donc c'est à contre-temps, en fait, de ce que veut la population. Qu'est-ce qui empêche les Français d'accepter cette décision, passer de 62 à 64 ans? Vous d'abord, votre point de vue par rapport à cette décision? Alors je pense que de toute manière, il faut une réforme des retraites. Parce qu'à la fin, on ne pourra plus les payer. Nous avons déjà 3 000 milliards d'euros d'endettement. Il faudra bien continuer à payer les retraites. Mais il y avait d'autres possibilités que de repousser l'âge à 64 ans. On pouvait augmenter les cotisations des employeurs, des employés, même si ce n'était que de 1 ou à 1,5%, serait permis de combler le trou. Et ça aurait été une mesure qui, je pense, qui aurait été nettement mieux comprise par les Français, par la population française. D'autre part, il n'y avait pas une urgence à imposer, parce que là, il impose réellement cette réforme, ce report de l'âge légal à la retraite. Il n'y avait pas une urgence folle. On pouvait attendre 3, 4, 5 ans et mener des négociations avec les syndicats, avec la population, avec les organes représentatifs, ce qui n'a pas été fait. Le président s'est opposé à toute négociation avec les syndicats. Et c'est pour ça aussi que ça ne passe pas. Selon vous, qu'est-ce que le président gagne en restant focus sur sa décision de cette réforme? Alors, il veut passer pour un président réformateur. Et donc, lors de sa deuxième campagne présidentielle, il avait dit qu'il ferait passer cette réforme des retraites à 64 ans. Il veut terminer son mandat en ayant une image de président réformateur, une image personnelle de président réformateur. Je ne le crois pas qu'il le soit tant que ça. Pour moi, c'est plus un président des années 1970, où tout se décide en petit comité à l'Élysée, entre lui, le secrétaire général de l'Élysée, et son chef de cabinet. Les ministres n'ont même pas pu choisir leur conseiller technique.
C'est Macron qui a imposé les conseillers techniques pour surveiller ses ministres. Enfin, on n'est pas dans un système réellement démocratique. On est presque dans un système, je dirais, royaliste. Et d'ailleurs, le président, qui n'est pas bête, a repoussé la venue du roi Charles, parce que ce serait très malvenu, en pleine manifestation, de faire venir le roi. Vous pensez que c'est lui qui a repoussé ou alors c'est le roi Charles au regard de la situation qui prévaut en ce moment dans la ville de Paris? Vous ne pensez pas que c'est le roi Charles lui-même qui a peut-être pu revenir sur sa décision, sa volonté de venir en France? Alors c'est peut-être des deux côtés, mais du côté du pouvoir de l'Élysée, je connais un des conseillers de Macron, il était très clair que ce serait malvenu de faire un grand dîner au château de Versailles avec les milliardaires de l'Europe en pleine déflagration sociale. Franchement, pour l'image, ce n'était vraiment pas bon du tout. Et que je pense que le président a eu raison de repousser la venue du roi Charles cet été. Oui, vous avez dit, et ça nous l'avons constaté aussi tous, que le président Macron s'est opposé à tout échange, à tout entretien avec des syndicats. Et là, mais nous avons vu récemment dans les médias français que les syndicats, tous les syndicats seront reçus par Madame la Première ministre française. C'est une ouverture pour sortir de cette situation qui embarrasse presque tous les Français aujourd'hui. Alors ça peut être une ouverture, mais ils refusent toujours. Madame Borne et Monsieur Macron refusent de discuter de la réforme des retraites. C'est pour aborder d'autres points à venir. Et c'est là où les syndicats ne sont pas très d'accord d'ailleurs. Mais effectivement, il faut débloquer la situation. Il faut trouver une méthode pour débloquer la situation et accepter de négocier. Et selon vous, quelle serait la meilleure négociation entre le pouvoir et la population? Il faut passer par les syndicats. On ne peut pas cracher sur les syndicats tout le temps. Les syndicats représentent le peuple et il faut négocier et discuter avec eux. Oui, parlant de manifestations, je pense que jeudi prochain, on sera à la 10e journée des manifestations en France. Mais derrière ces manifestations, nous constatons quand même des casses, des incendies. Comment vous pouvez expliquer? Vous revendiquez quelque chose, mais avec des casses et des incendies, des voyous qui se sont mêlés dans cette affaire de revendication. Votre point de vue? C'est un scandale. C'est un scandale. J'ai vu des mairies brûlées. À Bordeaux, on a vu. À Bordeaux, à Lyon, dans le 4e aussi. On a détruit la mairie du 4e. Il faut savoir que les mairies en France ne sont pas assurées. Donc c'est totalement idiot. C'est d'autant plus idiot que ce sera pris, évidemment, sur les impôts des habitants, qui ont même mis le feu aux mairies, parce qu'il faudra bien rembourser tout ça. Non, ce n'est pas tolérable. Ces actes de délinquance ne sont pas tolérables. Ils viennent souvent soit de l'extrême gauche, soit des voyous qui débarquent des quartiers pour piller, pour se défouler. On est presque dans un climat d'insurrection. Et je pense que Macron, du haut de son siège, en refusant de discuter, d'écouter le peuple, accentue aussi ce genre d'action que je ne justifie pas, loin de là. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vision 4 depuis la ville de Paris où nous enregistrons cet entretien avec un homme politique, Pascal Decanter, c'est son nom. Nous sommes à Paris, je le disais, Paris qui ressemble à aux anciennes porcheries africaines avec des ordures un peu de partout, plus de 10 000 tonnes d'ordures il y a quelques jours dans la ville de Paris. Déjà, comment expliquez-vous, c'est vrai, vous n'êtes pas parisien, vous êtes de Lyon, mais vous êtes français. Comment expliquez-vous, déjà, est-ce que dans la ville de Lyon, nous avons aussi constaté des éboueurs qui ne venaient pas faire des ramassage des ordures? Au début, mais maintenant, ça a été réglé par la ville. Oui. Voilà, et la métropole. Mais cette ville de Paris, qui est l'une des villes les plus visitées au monde, qui est aujourd'hui devenue, il y a quelques jours, c'est vrai que les choses sont en train de changer, il faut le dire, mais qui ressemblait, comme je le disais tantôt, aux porcheries anciennes africaines. Quel est le regard que vous pouvez porter? Où va la France? Où va Paris? C'est une honte. C'est une honte. J'écoute les touristes qui se promènent dans Paris, la ville de l'amour et du romantisme,
en zigzagant entre les tas d'ordures et les rats, parce que Paris est infesté de rats. Mais je pense aussi que c'est une décision d'Anne Hidalgo de ne pas faire en sorte que le personnel soit réquisitionné aussi pour ramasser ces ordures. Anne Hidalgo, c'est la maire de Paris. Elle soutient les grèves. Elle n'a peut-être pas le tort de le faire non plus. Mais là, elle va peut-être un peu trop loin parce que la ville Lumière est dans un état pitoyable. On se croirait au Moyen-Âge. C'est que les internautes ont vu ces derniers temps des rats. Ce n'étaient pas des dessins, ce n'était pas des fakes. Effectivement, un Français nous confirme qu'il y a eu bel et bien des rats dans la ville de Paris. Ça veut dire que les Africains qui savent tendre les pièges pouvaient déjà s'installer ici pour tendre les pièges et attraper des rats. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, j'avais fait une plaisanterie. J'avais proposé que pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, pour diminuer l'empreinte carbone, j'avais dit qu'il fallait consommer localement et donc faire des plats à partir du rat. Pascal Decanter, maintenant nous allons parler de l'Afrique. Avec plaisir. Je sais que vous aimez tellement l'Afrique. Oui. Et quel est le pays que vous adorez, que vous aimez beaucoup plus en Afrique? Alors j'aime beaucoup le Cameroun. J'aime aussi beaucoup l'Afrique de l'Est, que je connais très bien. Alors ça me permettrait de faire un petit clin d'œil aussi au voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Oui, parlant du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, que pensez-vous de la politique africaine avec Emmanuel Macron? Alors son dernier voyage, bizarrement, je suis d'accord avec tout ce qu'il a proposé. C'est-à-dire que les États négocient d'égal à égal entre l'Occident et l'Afrique, d'en terminer une fois pour toutes avec la France-Afrique qui avait été mise en place par De Gaulle, qui n'était que du néocolonialisme. Mais ma grande question, c'est va-t-il réellement le faire? Car n'oublions pas que pendant son premier mandat, il était contre le report de l'âge légal de la retraite et qu'il fait exactement l'inverse maintenant. Donc j'espère vraiment qu'il va mettre en place une autre politique africaine où les États pourront traiter d'égal à égal. Pour moi, ce qui est important, je dirais que c'est que le sous-sol africain appartient aux Africains et non aux Français. Le sol africain appartient aux Africains aussi. Et il faut arrêter aussi d'envoyer des militaires un peu partout pour soutenir des grandes entreprises françaises comme celle de Vincent Bolloré, qui peut tout à fait faire appel à l'armée locale pour protéger ses entreprises quand il y a un climat instable. Mais moi, je crois beaucoup à l'intelligence africaine et je pense que les Africains peuvent s'en sortir vraiment tout seuls, sans la France et un petit clin d'œil, surtout sans la Russie. Voilà, le sous-sol, on peut retenir les paroles de Pascal Decanter. Le sous-sol africain appartient aux Africains. Le sol africain appartient, je dirais, d'abord aux Africains, parce que l'Afrique est un continent très hospitalier, un continent ouvert pour qui veut séjourner ou bien investir en Afrique. Vous êtes libre, mais il faut juste respecter les lois des pays africains. La France chassée du Sahel, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, la France chassée du Sahel, je pense qu'il y a eu une erreur au départ, c'est-à-dire qu'on a envoyé simplement l'armée sans penser à l'après, sans penser à investir dans le pays, à faire de l'aide aussi. Il ne suffit pas d'envoyer des militaires, c'est pas comme ça que l'on développe un pays. Et ça, c'est un comportement qui est ressenti à juste titre par les Africains, par les Maliens, comme étant un comportement néocolonialiste. Le problème, c'est que maintenant, ils ont Wagner. Wagner qui n'est intéressé que par les mines
et qui va protéger le pouvoir et qui n'est intéressé que par les mines pour les exploiter. Et là, les Africains n'en verront pas la couleur non plus. Mais la France aurait dû penser à l'après, pas seulement envoyer des soldats. Il fallait aider l'État à se reconstruire, il fallait aider les populations à se développer. Moi, je suis pour des programmes de coopération réels, mais ensemble. D'égal à égal. D'égal à égal. Nous y revenons toujours. Un autre sujet qui intéresse beaucoup nos téléspectateurs, que ce soit au niveau de l'Afrique ou au niveau de l'Europe où nous nous trouvons en ce moment, nous constatons le retour des coups d'État en Afrique. Le plus souvent, la France est pointée du doigt. Vous qui êtes un homme politique avisé, je peux dire un spécialiste d'Afrique, quel est le regard que vous portez sur ces situations des coups d'État en Afrique en ce moment? Je dis qu'il faut en arrêter avec la France-Afrique. On n'est pas là pour soutenir des dictateurs. Et c'est aux populations africaines de choisir leurs propres dirigeants. Un autre sujet aussi qui intéresse les Africains, c'est le franc CFA. Le franc CFA qui mobilise la jeunesse africaine aujourd'hui. Comment faire pour ouvrir un vrai dialogue sur la question du franc CFA avec la France, votre pays? Alors oui, la France a un rôle à jouer là-dedans. Pour l'instant, on remarque qu'il y a peu de dialogue, voire pas du tout. Malgré les belles promesses d'Emmanuel Macron. Je pense aussi que le FMI peut avoir son mot à dire et soutenir les pays africains dans cette négociation concernant le franc CFA. J'ai eu la chance de prendre part au sommet Afrique-Europe qui s'est tenu en Belgique, je crois, en 2022. Le président Macky Sall, qui était le président en exercice de l'Union africaine, avait souhaité que les tirages de billets spéciaux soient faits désormais en Afrique. Mais cette proposition, jusqu'à présent, nous n'avons pas de suite. Et quand Macron vient en Afrique, il nous parle des changements d'égal à égal. Est-ce que vous pensez qu'un an, 2 ans après, rien n'a changé? Est-ce que quelque chose pourra être fait dans ce domaine pour que vraiment cette situation d'égal à égal, pas seulement avec la France, mais avec tous les pays européens? Je ne pense pas que ça se fera dans les 2 ans à venir. Je pense qu'il faut... Moi, je peux voir que le côté français. Il faut vraiment un changement de politique au niveau de la France. C'est très difficile de revenir sur des positions néocolonialistes. C'est le problème qu'ont tous les empires d'ailleurs, tous les anciens empires. L'Angleterre, c'est la même chose. Effectivement, il faut laisser aux pays africains régler ce problème du franc CFA. On va parler de la Tunisie. Avant de conclure cet entretien, on va parler de la Tunisie. Quels commentaires faites-vous sur les événements récents en Tunisie, notamment les déclarations racistes du président tunisien qui ont alimenté le racisme dans ce pays? Alors, j'ai perdu beaucoup d'amis en Tunisie suite à mes réactions. Mais d'autres, beaucoup, et sans doute plus nombreux, m'ont soutenu. Alors, effectivement, le président Sayed, qui s'est attribué tous les pouvoirs, il faut le savoir aussi, même le pouvoir de toutes les administrations, c'est plus simple comme ça. Les députés n'étaient pas toujours d'accord avec lui, donc il a fermé le Parlement, pourquoi pas. Et comme sa politique ne menait à rien, il n'avait pas de résultats positifs, évidemment, il a choisi un bouc émissaire qui était les Africains. Voilà, chers téléspectateurs de Vision 4, je sais que vous êtes très nombreux à regarder cet entretien que nous avons tourné depuis la ville de Paris en France avec cet homme politique, Pascal Decanter. Pascal Decanter, est-ce que vous avez un mot à dire concernant l'actualité au Cameroun? Alors oui, je voudrais adresser mes respects à un homme d'affaires camerounais, qui est aussi un homme d'affaires qui travaille en France, qui est Jean-Pierre Amoulou Bellinga. Je pense très 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 fort à lui et je crois qu'il faudrait valoriser ce genre d'homme d'affaires indépendant. L'Afrique en a bien besoin et toutes mes pensées vont à lui.
Merci beaucoup. Toutes ces pensées vont à Jean-Pierre Amougou Bilinga, qui est le président directeur général de Vision 4 et des Télésud, une chaîne africaine basée ici et mettant depuis la ville de Paris en France. Nous allons conclure cet entretien en disant merci à Monsieur Pascal Descantel qui a accepté de répondre aux questions de Vision 4. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui avez suivi cet entretien de bout en bout. Restez scotchés, les programmes continuent sur la télévision africaine Vision 4. Bien le bonsoir.